Bonsoir à tous. Comme promis, ce live pour vous raconter la situation de Julian Assange et tout simplement la situation à laquelle j'ai assisté en me rendant à Londres où je suis encore. Ça a été quelque chose d'assez éprouvant et il me semble important de vous en faire le rapport alors on s'y est rendu à plus de 100. Plus de 100 gilets jaunes qui ont eu le courage, la force, l'énergie en semaine, passer de nuit dans un bus pour montrer leur soutien à cet homme qui avait sacrifié leur vie pour leur dire la vérité sur la façon dont fonctionnaient nos appareils de pouvoir. Ça a été un geste important pour lui, je sais, j'en ai parlé avec ses plus proches collaborateurs, ses plus proches amis, et j'aimerais vous dire encore une fois la force et la beauté d'un mouvement qui a le courage de s'engager au-delà de ses intérêts immédiats, contrairement à tous les politiciens qui lui font des leçons, tous les journalistes qui installés très confortablement essaient d'en expliquer l'absence de générosité, l'égoïsme de façon extrêmement absurde. Julian Assange, et je vais commencer maintenant de façon très claire, était dans un état catastrophique lors de cette audience. C'était la première fois qu'il apparaissait en public depuis des mois. Jusqu'ici, il n'avait été jugé qu'à travers des vidéoconférences. C'était une audience procédurale à laquelle on a vu toute la froideur de l'appareil d'État. Et la première chose que j'aurais à vous dire, c'est tout simplement vous raconter ce que j'avais à attendre de lui. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'avais vu, c'était en janvier dernier, en janvier 2018. On avait essayé de le sortir de là dans le cadre d'une opération assez rocambolesque dont je vous parlerai. On était à l'ambassade d'Équateur. On s'était vu plusieurs fois les mois précédents. On a une relation proche depuis des années. Je l'ai très rapidement considéré comme un ami. J'évite de parler au nom de ceux qui sont en lien avec moi, mais je sais que ce rapport était partagé. Et à ce moment-là, j'étais arrivé, je l'attendais dans cette salle de réunion où on nous parquait. Pendant de longues minutes, le temps que toutes les vérifications soient faites par les autorités équatoriennes. Et il avait fini par arriver et on avait eu un échange assez extraordinaire où il s'était foutu de la gueule de ma moustache. Or, depuis, c'est pas le seul, hein, vous avez été plusieurs à m'en parler. et, et moi, je l'avais regardé et il était porteur de cette barbe que vous avez tous vue lors de son arrestation. Il avait déjà commencé à la laisser croître. Et je lui avais dit, mais tu me donnes des leçons des leçons de pilosité. Et j'avais ri après de son embonpoint. Je lui ai dit, bah alors, on commençait à s'installer, à se sentir confortable dans cet endroit en lui touchant le ventre. Et c'est vrai qu'il avait pris un tout petit peu de poids. Il faut voir que Julian Assange, avant quoi que ce soit, c'est un corps qui résiste et qui est extrêmement impressionnant. Je ne sais pas quelle est sa taille exacte, mais je dirais qu'il fait au moins 1m90, un vrai Australien. Et c'était vraiment ce qui m'avait marqué la première fois que j'avais vu, c'était lui glissant sur ses chaussettes, sur ce parquet de cette ambassade d'Équateur qu'il fréquentait déjà depuis 3 ans à l'époque. Et donc ce corps avait commencé un peu à subir les conséquences de cette détention atroce. De plus de 7 ans, il avait cessé de faire du sport du fait d'une blessure au dos qui l'avait empêché de continuer ses cours de boxe qu'il prenait. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que vous imaginez pas ce que ça a été ces 7 ans d'enfermement dans je dirais 180 mètres carrés où travaillaient près de 10 personnes. C'est-à-dire que Julian n'avait accès qu'à 20 mètres carrés pour lui, dont 5 mètres carrés d'une chambre, et à peu près 20 mètres carrés de bureau, quoi. Et tout le reste était occupé par les ambassadeurs, les secrétaires, les diplomates, qu'il devait croiser quand elle allait prendre sa douche, une douche qui avait été aménagée que pour lui, parce que personne n'y vivait, aller aux toilettes, ou tout simplement essayer de se faire manger dans les 2 mètres carrés de cuisine qui lui étaient offerts.
Et donc il fallait par exemple, pour prendre des cours de boxe, tout simplement déplacer les meubles et ainsi de suite. C'était une situation extrêmement violente à laquelle on rajoute évidemment les effets d'une surveillance atroce avec les appartements autour de l'ambassade qui avaient été loués par les agences de renseignement, notamment la CIA, pour pouvoir l'espionner. On avait fini par l'apprendre en vérifiant les cadastres et les contrats qui étaient liés. Des caméras thermiques qu'on repérait identiquement par rapport au flux qui nous arrivait, les ondes, des micros qui étaient posés avec des techniques extrêmement précises qui faisaient que, y compris, ça a été révélé récemment par El País, les vibrations des fenêtres étaient étudiées par des appareils de façon à essayer d'interpréter les paroles qui avaient été partagées, et des caméras partout. Des caméras partout, et moi j'aurais des éléments très importants à vous révéler à cet égard, et par rapport à cette surveillance dont on a fait l'objet pendant cette période, et c'est peut-être un des éléments qui m'a le plus énervé dans le portrait de l'Obs qui a été fait, c'est-à-dire l'ironie qu'ils ont pu porter sur cette atrocité qui a été de se retrouver la cible, comme l'a dit Mike Pompeo, le directeur de la CIA à l'époque, le principal objectif des États-Unis et de ces agences de renseignement à l'époque. Et qu'il y a des pseudo-journalistes qui aujourd'hui en France rient de ce que ça a pu provoquer comme effet et comme violence, est quelque chose qui me débecte énormément. Et pourquoi est-ce que je vous parlais de cette dernière rencontre dans des circonstances extrêmement violentes avec Julian Assange, donc la personne la plus surveillée et traquée de la période, c'est que lorsque je l'ai vu là, dans cette ambassade, dans ce tribunal, hier, apparaître pour la première fois depuis des mois, la première chose qui m'a marqué, c'est le fait qu'il n'y avait plus de ventre, parce que la maigreur de cet homme m'a sidéré. Sa capacité à parler, à simplement se souvenir de sa date de naissance. Il a longuement hésité avant de répondre à la question du tribunal, sa désorientation et sa dignité. Et comment ce corps, dans très clairement l'oppression dont il faisait l'objet, dont il fait l'objet dans cette prison, dans ce tribunal, dans ces procédures judiciaires, tentait de tenir droit alors que son esprit commençait à céder. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on était beaucoup de personnes qui lui sont proches dans le public, où seulement 15 personnes avaient été autorisées à accéder. 15 personnes. Et 10 journalistes. C'était le temps qu'il a mis pour nous voir. Il est arrivé, on lui a indiqué où il fallait qu'il s'installe. Il a hésité, il s'est assis, il a mis de longues minutes à visiblement comprendre où il était, puis à un moment il s'est tourné vers nous, il nous a regardés, et d'abord absent, avant de comprendre que c'était des visages qu'il connaissait. Et à ce moment-là, il a levé le poing. Simplement, sans véhémence, comme si c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Nous étions distants de 15 mètres, il y avait 2 vitres sécurisées entre nous, et nous n'avons pu répondre que de ce point levé. L'audience a eu lieu. Les avocats ont essayé de demander un délai pour préparer la défense, énonçant le fait que leur communication avait été surveillée, donnant des preuves du fait qu'ils avaient été cambriolés, qu'ils avaient fait l'objet de piratage informatique, de procédures d'espionnage extraordinaires au sens littéral du terme, qui les avaient empêchés de travailler avec leurs clients. Ils ont rappelé ce que vous savez déjà, mais ce que je vais vous rappeler, c'est que Julian Assange, parce qu'il a révélé les télégrammes diplomatiques américains qui montraient comment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre avaient été commis en Irak et en Afghanistan de façon massive suite au 11 septembre 2001, et de ce seul fait, comment cet homme est emprisonné à Belmarsh, dans un lieu de détention qui a été construit après le 11 septembre pour accueillir des terroristes, et comment dans cette prison, enfermé 23 heures sur 24, dans l'aile sanitaire, sans aucune raison, isolé de toute autre personne, avec un accès à l'air libre de 1 demi-heure
et à des activités sociales d'une demi-heure supplémentaire, sans ordinateur, sans moyen de communication, n'ayant droit qu'à des imprimés que lui transmettent ses avocats et des lettres qui lui arrivent par à-coup, parfois après plus de 2 mois de temps, comment cet être, évidemment, était dans une situation impossible pour organiser sa défense et éviter son extradition aux États-Unis, où il attend une peine de 175 ans de prison pour avoir dit la vérité. Et comment il leur fallait plus de temps et des moyens supplémentaires pour au moins, faisant face à cette absurdité et cette adversité, tenter de préparer leur combat. Eh bien, cette requête simple, qui ne requérait même pas d'effort particulier de la part du tribunal, a été refusée. Et M. Assange, le 24 février, devra se présenter devant le tribunal pour éviter son extradition. Et il le fera dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'il ne sera plus présenté comme aujourd'hui devant le tribunal au centre de Londres, où nous avions été plus de 100 à être présents, venant de France, à travers 2 bus qui avaient été spécialement affrétés, que l'on a tous financés, chacun avec nos deniers, en faisant des efforts particuliers pour les plus fragiles d'entre nous, pour montrer notre solidarité. Il ne sera pas présenté là, mais sur demande de la juge, visiblement inquiète du fait que cette affaire n'ait trop d'attention, dans le tribunal adjacent à la prison de Belmarsh, qui est très loin du centre de Londres, qui est relié à cette prison par un corridor souterrain et où seules 5 personnes du public peuvent accéder. Ils veulent faire disparaître cet homme. Ils veulent empêcher que l'on ait accès à la vérité. Et ils vont tout faire pour qu'il sombre dans l'oubli et qu'il puisse être à vie emprisonné. Et c'est à nous de lutter. C'est à nous de lutter et c'est à nous de montrer que nous résisterons et que nous empêcherons cet homme de sombrer de l'oubli. De la même façon que l'on a réussi à ramener plus de 100 personnes ce jour-ci pour lui montrer notre soutien, eh bien il faut qu'à la prochaine audience, nous soyons 1000, et je pense que c'est parfaitement possible, que nous nous organisions en amont pour montrer que ce sont eux qui sont seuls, et non pas lui. Car encore une fois, lorsque j'ai vu la fragilité à laquelle il était confronté, lorsque j'ai vu cet état physique, cette désorientation, lorsque j'ai vu que face à la question de la juge qui lui demandait « Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé pendant cette procédure ?» Il a commencé par répondre, après un long silence, « Non ». L'homme peut-être le plus intelligent que j'ai jamais rencontré de ma vie, qui m'avait impressionné dès notre première rencontre en janvier 2014, non seulement par sa vitesse, mais par l'humanité de son geste et sa capacité à se mettre en rapport avec l'autre, à milieu des portraits qui étaient faits de lui, lorsque je l'ai vu répondre non et dire qu'il ne comprenait pas comment est-ce que, alors qu'il fait face à la puissance la plus importante de l'histoire de l'humanité, les États-Unis, qui a des moyens illimités pour l'accuser et pour l'attaquer, un appareil d'État qui a, dès 2011, mis 200 fonctionnaires dans le seul but de mettre fin à ses activités, au sein du département d'État, sans compter ce que la NSA, la CIA, le FBI mobilisaient comme moyens. Eh bien, il ne comprenait pas pourquoi et dans quelle mesure le fait de demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense pouvait paraître à la juge absurdité. Et à ce moment-là, la juge a répondu simplement « Monsieur », alors qu'il disait qu'il n'avait pas organisé sa défense, qu'il rajoutait qu'il était dans l'incapacité qu'il avait des difficultés même à penser, elle lui a dit « Monsieur, les conditions de votre détention ne sont pas de mon ressort, vous êtes parfaitement bien représenté et vous serez parfaitement en mesure de demander au juge de déposer une demande écrite à ce sujet. » Et l'interrompant, elle a arrêté l'audience. Et en silence, il se retirait. Et face à l'absurdité d'une procédure qui ne pouvait provoquer chez le moindre être humain que l'enragement, face à l'absurdité de ce camion quittant cette cour sur une procédure qui, encore une fois, est parfaitement illégale de bout en bout, car le traité d'extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni, donc y compris si l'on se réfère au droit actuel,
à ce droit qui était fabriqué pour protéger les plus favorisés, les plus puissants d'entre nous, interdit l'extradition sous des motifs politiques et interdit l'extradition pour tout délit qui soit politique. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus politique comme délit que le fait de publier des documents qui se sont avérés vrais et qui révèlent la commission de crimes contre l'humanité? Car c'est de cela et de cela seul dont on accuse Julian Assange aujourd'hui. Eh bien, y compris face à l'absurdité d'une procédure qui aurait dû, dès le premier instant, par la juge en présence, être arrêtée, l'on se retrouve dans une situation où on ne laisse même pas une phrase achevée par l'accusé, que l'on tente évidemment de tuer. Et par cette tentative de faire taire, face à cette kangaroo court, comme on l'appelle, cette cour de pacotille où pas moins de 5 représentants du gouvernement américain étaient présents, en échange permanent avec le procureur qui était censé représenter les intérêts du Royaume-Uni, qui dictait à ce procureur les demandes sur le calendrier à effectuer. Cet homme tenait droit, toujours plus tremblant, toujours plus dévasté, et résistait. Donc encore une fois, nous avons le choix entre l'oublier, le laisser tomber ou continuer à nous battre et continuer à considérer qu'il y a un effort minimum à faire pour le sauver. C'est à vous de le faire, c'est à vous de vous engager. Les opportunités seront présentées dans le comité de soutien qu'on a créé, à travers le mien aussi, à travers cette page Facebook, et je vous demande de vous engager. Comme vous le dites, à la question qui m'est posée, est-ce que l'ONU a un rôle à jouer? L'ONU a condamné le Royaume-Uni du fait de cette détention arbitraire. Et le Royaume-Uni, tout simplement, a décidé d'ignorer cette décision. Cette décision que moi, en tant qu'avocat, sachant parfaitement que le droit n'avait aucun rôle à jouer dans une procédure purement politique, eh bien, pour laquelle je m'étais battu jusqu'à l'obtenir, c'est moi qui avais construit l'argumentaire, nous avons obtenu cette condamnation du Royaume-Uni, et le résultat est tout simplement que cette décision a été ignorée. Et donc je vous demande maintenant de cesser de croire dans la neutralité et l'objectivité d'un appareil judiciaire qui n'est là que pour écraser ceux qui auraient osé se lever contre les plus puissants de nos sociétés. Je vous demande de cesser de croire des médias qui ont parfaitement ignoré les procédures attenantes à la vie de cet être, pour une seule raison, parce qu'il l'avait en amont déjà complètement abandonné, parce qu'il l'avait considéré, y compris comme un ennemi de la liberté, pour avoir montré ce qu'était le vrai journalisme, la véritable lutte pour des idées. Bien, je vous demande de vous substituer à ces élites intermédiaires qui sont celles qui avaient déjà trahi les Gilets jaunes et provoqué la violence que l'on a subie, et à votre tour de vous engager, de lutter pour cet être de toutes les façons possibles, en sachant que c'est maintenant entre nos mains et entre nos mains seules que réside notre destin. Cette lutte est liée à celle que nous menons plus largement pour une meilleure société, car c'est à travers le rapport à la vérité et notre capacité à savoir ce qui se joue derrière les scènes que nous réussirons à reprendre le contrôle sur notre propre destin. Alors que ce soit en vous engageant à venir la prochaine fois, à la prochaine audience à Londres, que ce soit en écrivant à vos hommes politiques, en organisant des conférences, en transmettant l'information sur ce qu'est Julian Assange, sur ce qu'il a fait, que ce soit en vous imposant de façon plus véhémente, de façon à faire obstruction aux procédures en cours, y compris en organisant des actions de blocage pour vous assurer qu'il n'y aura pas de possibilité d'ignorer le sort de cet homme demain. C'est entre vos mains, entre vos mains seules, et entre celles de ceux qui vous entendront et à qui vous parlerez, que résidera le destin d'un être qui a sacrifié sa vie pour nous aider à comprendre comment fonctionnait la société dans laquelle nous vivons. Courage à tous et ne lâchez rien, parce que ce qui arrive aujourd'hui à Julian nous arrivera demain. Pensez.